suis une maman de 43 ans qui m'appelle Fadila Cheba. J'élève seule ma fille qui a 15 ans aujourd'hui, qui est en sport-études, à la natation. Donc vous êtes mère de famille et je sais que vous ne travaillez pas. Expliquez-moi comment vous vivez. Comment je vis? Je vis comme tout le monde, mis à part avec mes difficultés en ce moment qui n'est pas facile à surmonter, donc avec ces factures qui me tombent dessus fur et à mesure, vu la TVA augmenter au niveau de l'EDF, donc ça arrange pas beaucoup les choses. Étant donné que je suis au RSA, donc j'essaye de faire face à cette situation. Donc actuellement, j'ai commencé une formation pour pouvoir acquérir un diplôme et pour avoir un travail beaucoup plus stable et avec un contrat à durée indéterminée. Voilà. Vous touchez combien au titre du RSA ? Dans les 580, ça ne dépassera pas les 600, dans les 600, 500, 600 euros. J'ai pas les montants exacts. J'ai ma fille à ma charge, donc voilà, faut qu'on calcule avec l'allocation. Donc voilà. Alors, est-ce que c'est suffisant pour payer les factures et est-ce qu'à ce moment-là, on n'a pas la tentation de travailler au black, d'arrondir les fins de mois avec des petits boulots de côté ? Pour tout vous dire, oui, parce que tout le monde, enfin, je dis peut-être pas tout le monde, mais dans la situation où on est nous, j'essaye bien sûr d'arrondir les fins de mois en faisant des petits boulots qui sont vraiment provisoires, hein, c'est pas sur du long terme, parce que il faut essayer d'arrondir les fins de mois et payer ces petites factures qu'on a du mal à faire face à cette situation. Donc oui, effectivement, oui. Donc si je comprends bien, les aides étatiques ne sont pas toujours suffisantes et je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais il y avait pour projet d'éventuellement imposer les prestations sociales, les aides de l'État. Donc est-ce que vous trouvez ça normal ? En ce qui me concerne, non, pas du tout. Je dirais qu'on devrait imposer à ceux qui gagnent beaucoup plus ou voir ceux qui ont une fortune. Mais nous qu'on essaie déjà de s'en sortir au quotidien et on essaie de subvenir à nos besoins, de faire face à cette situation-là, qui n'est pas facile pour moi. Enfin, je parle pour moi. Non, moi je dirais que ça serait injuste. Vous m'apprenez donc que votre fille est en sport-études. Je voudrais savoir, en dehors des études que vous lui payez, est-ce qu'il vous arrive de devoir lui refuser des choses qu'elle voudrait obtenir ? C'est difficile, vous savez, de nos jours, de refuser à un enfant ce qu'il souhaite, mais les circonstances font que je lui apprends que la vie n'est pas facile et que d'elle-même ne se permettrait pas de me dire « Maman, achète-moi ci ou achète-moi ça », étant donné qu'elle sait que déjà je lui paye déjà les études, donc elle sait que c'est quand même c'est beaucoup. Donc c'est pas une enfant non plus. Bien sûr que c'est une petite qui a des besoins comme tout le monde, qui regarde toujours la copine ou le copain, mais j'essaie de lui offrir déjà l'amour d'une maman et voilà. Elle est donc très responsable de ce point de vue. Oui, complètement. Elle est assez mature et elle est consciente que la vie n'est pas simple et que pour gagner, gagner de l'argent, il faut travailler dur pour payer à l'avenir ses factures, payer son loyer, voilà. Donc elle est consciente que déjà je me sacrifie un petit peu pour elle, oui. Vous venez de parler d'une formation. Quelle formation suivez-vous ? Vu mon statut, étant donné que dans mon passé j'ai eu un accident, donc je suis reconnue comme travailleur handicapé, statut station pénible debout, donc j'ai le droit à un reclassement professionnel, étant donné que je n'ai pas eu un grand parcours professionnel au niveau des études, enfin au niveau plutôt études. Donc je suis obligée de refaire un petit peu, remonter en arrière, reprendre les études un petit peu pour justement acquérir une formation qui m'aboutira à un diplôme et qui pourrait me déboucher sur un travail sur du long terme et stable. Quels étaient votre propre rapport avec vos parents ? Peut-être vous pouvez nous raconter quelques anecdotes liées à votre enfance. Pour tout vous dire, je suis de parents divorcés, donc j'avais 7 ans. Et donc mes parents ont immigré, enfin ils sont venus très jeunes et après ils m'ont emmené avec mes frères et sœurs, étant très jeunes, on est rentré en Algérie. Ma mère n'a pas accepté parce qu'il y a eu un décès de mon frère.
Elle est revenue ici parce que pour elle, c'est ici la France où elle a vécu. Mon père est resté avec nous là-bas en Algérie et après de là, ma mère est venue nous récupérer en France. On a continué nos études ici. Et double souffrance, ma mère m'a ramenée encore une deuxième fois en Algérie, j'avais 11 ans. Et là, j'ai vraiment souffert parce que ça m'a un petit peu perturbée niveau scolarité. Donc il fallait retourner au b.a.-ba, réapprendre l'arabe littéraire, chose que je ne connaissais pas du tout. Et donc après, elle est revenue me chercher à l'âge de 17 ans et demi, donc d'où l'intérêt aujourd'hui que j'ai dit un petit peu des difficultés. Voilà. Je maîtrise bien quand même la langue, le problème ne se pose pas, j'écris, je lis, j'ai un niveau terminal mais qui n'est pas assez... voilà. Donc aujourd'hui, pour arriver à son objectif, il faut quand même avoir un bagage un peu plus important. Et c'est très courageux de reprendre une formation. Pourquoi votre maman vous a ramené en Algérie à l'âge de 11 ans? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, à cette époque-là, ça se faisait beaucoup chez les parents immigrés où ils avaient cette peur que les enfants partaient un petit peu en dérive. Et c'était le cas parce que ma mère, on était une famille nombreuse, on était plus de filles que de garçons. Donc comme c'était moi la plus jeune, donc elle avait peur pour moi éventuellement que je prenais un petit peu, entre guillemets, les chemins de... Je dis pas que mes sœurs, elles faisaient tout et n'importe quoi, loin de là. Mais elle avait plus d'emprise sur mes sœurs où elles arrivaient à une certaine maturité. Et moi, la plus jeune, donc elle a préféré me rapatrier, entre guillemets, chez ma grand-mère, qui m'a élevée pendant 5-6 ans. Et c'est vrai que c'était une souffrance très douloureuse parce que j'étais abandonnée. Et j'ai pas accepté cette séparation de mes frères et sœurs. Et aujourd'hui, j'en paye les conséquences aujourd'hui. Et avec votre père, vous m'avez raconté une petite anecdote en off. Je sais qu'il avait une boucherie. Est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé avec votre père? En fait, l'histoire de mon papa, c'est qu'à l'époque, effectivement, il avait une boucherie à Rouen. Et c'était les années, je dirais, j'étais toute petite, donc mes souvenirs sont très vagues. C'est mon père qui racontait cette histoire. Donc il s'apprêtait que ma sœur fréquentait la copine d'un voisin. Et ce jour-là, la voisine est venue bras dessous avec un garçon. Voilà. Et mon père a eu ce déclic en disant je ne me vois pas que ma fille prend ce chemin-là. Donc il a eu cette réaction de dire moi je ne reste plus ici, je vends tout, je rentre mes filles en Algérie. Et ça se faisait beaucoup à l'époque. Donc, et après, ça a été la déchirure. Vous savez, quand on est né ici, on a grandi ici, pour nous, c'est la France, malgré que notre pays, d'origine, c'est nos parents, mais nous, on est enfants d'émigrés, donc on se considère plus français. On a grandi ici, c'est difficile de vivre dans un autre endroit où on a grandi, où on a vécu. Voilà. Vos parents étaient immigrés, donc qu'est-ce que vous pensez, vous, à l'heure actuelle, de faire participer les immigrés aux différentes élections, de leur offrir finalement le droit de vote? Est-ce que ça paraît normal? Tout à fait. L'immigré qui est né, qui a grandi ici, bien sûr, il a le droit de voter. Il vote comme tout le monde. Moi, la première, je vote. Donc, voilà. Donc, à partir du moment qu'on est né dans un territoire français, on est français. Mais celui qui arrive en cours de vie, comme ça a été le cas pour vos parents, donc qui est né par exemple en Algérie ou dans un autre pays, est-ce que cet immigré-là doit avoir le droit de vote à votre avis? En ce qui concerne mes parents, ils sont nés en Algérie. À l'époque, l'Algérie était française, donc il est français et donc ça ne cause pas de problème. Donc voilà, donc je vous raconte pas l'histoire, hein, tout le monde la connaît. Pour ce qui concerne d'autres, bien sûr, d'autres émigrés qui vivent en dehors de notre de l'Algérie ou par rapport au rapport qu'il y a eu entre l'Algérie et la France, là, c'est une question que je pense que si une personne n'a pas le titre, un document qui dit qu'il est français, sa pièce d'identité française, je ne sais pas si ça lui donne droit de voter. Après, moi, je dirais, tout citoyen a le droit de voter. Je pense qu'on est dans une liberté, égalité, donc on est tous pareils. C'est une question que je me pose aussi, oui. Oui, moi, mon point de vue, oui, mais après, je ne sais pas.
En fait, quelqu'un qui ne serait pas de nationalité française, mais qui résiderait en France, serait tout aussi concerné qu'un Français par les questions politiques, économiques et sociales du pays. Dans cet angle-là, oui. Vous concernant, qu'est-ce qui pourrait changer ou améliorer votre vie au quotidien ? Point de vue professionnel ou financier, d'avoir un travail stable, durable, qui a plus de débouchés, où on paiera moins de taxes, parce qu'on est beaucoup taxé, ça c'est connu, et qu'on ait un mode de vie, qu'on puisse bien sûr payer ses charges et puis pouvoir voyager, offrir à ses enfants, payer leurs études, avoir un train de vie comme tout à chacun, sans chercher à gagner des milliers et des cents, mais vivre normalement et être heureux, tout simplement. Décrivez-nous une journée type, finalement, dans votre cas de mère célibataire. Comment vous occupez vos journées, vous ? J'essaie d'occuper de mes journées à, premièrement, essayer de trouver un petit peu, voir qu'est-ce qui, par rapport aux débouchés, ce qui se fait, ce qui se fait pas, pour voir un petit peu dans quel secteur d'activité que je puisse m'orienter. Et ça, c'est une partie. Puis d'autre part, bon, je fais un peu de sport. Ça m'arrive d'aller boire ou déjeuner avec des amis, mais particulièrement essayer de me changer les idées pour essayer d'oublier un petit peu mes soucis, quoi. Lorsque c'est un choix pour une femme de ne pas aller travailler et de devenir finalement mère au foyer, de consacrer sa vie à son enfant, est-ce que vous trouvez normal qu'elle touche des aides de l'État ? Est-ce que c'est en adéquation avec les valeurs de notre société ? Moi, je dirais que oui, parce qu'une maman, si elle élève, si elle donne l'éducation à son enfant ou à ses enfants, donc c'est difficile pour elle d'aller travailler, de payer une nounou, je vois pas l'intérêt. Il y en a qui le font, je les admire, et ça se fait. Moi, je l'ai fait aussi. Mais oui, moi, je dirais qu'une maman qui s'occupe de ses enfants et qu'elle perçoit, je pense que le minimum d'allocation pour subvenir à ses besoins de ses enfants, je ne vois pas de... C'est cohérent, voilà, exactement. Et est-ce que vous êtes choquée par cette loi qui est en prévision, qui interdirait à une mère voilée d'accompagner son enfant en sortie scolaire ? Je dirais qu'on est en France, on est liberté de liberté, chacun s'habille comme il veut, qu'on soit voilé, c'est comme on peut dire aussi les bonnes sœurs qui portent le voile comme une musulmane qui va porter le voile, donc elle couvre ses cheveux. Je ne vois pas la différence. Je pense qu'il faut laisser cette liberté. Bien sûr, il ne faut pas non plus porter à un point caché complètement son visage et ses yeux et ses mains. Là, je dirais que l'islam n'a jamais dit de couvrir complètement son visage. Mais qu'elle veut couvrir ses cheveux ou ses formes, ou elle s'habille, on s'habille comme on en a envie, tout en étant respectueuse et respect de soi-même et respect des autres. Donc je ne vois pas en quoi ça pourrait gêner. Et est-ce que vous pensez que votre condition de mère célibataire est plus favorable en France ? Est-ce que vous êtes plus heureuse en France ou vous seriez peut-être plus heureuse dans cette situation dans un autre pays ? Je pense que la crise, elle frappe un peu dans tous les pays, à un certain niveau, à un certain degré. Je pense que je sois ici auprès des miens, que ce soit ou en Algérie ou dans un autre pays, je pense qu'il faut essayer de se battre et de continuer à travailler, à payer ses impôts, que ce soit ici ou ailleurs, c'est la même chose. Pour moi, je ne vois pas de différence. C'est pas en étant dans mon pays que je vais payer moins de charges, moins de... Voilà. Est-ce que vous avez des regrets ? Aucun regret. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Fadila. Bon courage pour votre formation et pour votre vie. Autant pour moi, merci beaucoup de cette interview qui, j'espère, donnera une réponse à toutes vos questions et que j'espère que la vie sera meilleure pour cette nouvelle année 2014.